Guys, j'espère que vous portez bien. J'ai mis en titre, toujours dans les bons coups, le bon filon. Je vais essayer de vous expliquer le pourquoi en réalité les Glazers ont initialement refusé de vendre cela à Sheikh Jassim. Alors guys, comme on dit, il y a toujours une plus grosse part du gâteau à se partager. Il y a environ 2 ans, Sheikh Jassim est arrivé. Il a formulé une offre d'environ de 6 milliards de dollars aux Glazers afin de pouvoir s'acquérir de Manchester United. Cette offre comprenait dans un premier temps, bien évidemment, la construction du nouveau stade, estimé à environ 1 milliard de dollars, la refonte complète de l'effectif, estimé environ à 500 millions de dollars, et bien évidemment au paiement intégral de la dette causée par les Glazers, s'il vous plaît. On rappelle très rapidement que le mot dette était tout simplement, avant l'arrivée des Glazers, inconnu au bataillon pour Manchester United. Donc non seulement ils sont arrivés, ils ont injecté zéro, nada et nada, absolument rien, 0 centime. Ils ont trouvé le moyen en 20 ans de soutirer jusqu'à 1 milliard 200 millions comme dividende du club. Ils ont également payé 1 milliard 100 millions d'intérêts à la banque sans pour autant toucher à la dette, car elle est toujours intacte. Et au final, ils allaient pouvoir s'en sortir avec 3 milliards 500 millions à la clé. N'est-ce pas magnifique? Sauf que le hic, le problème c'est que dès le départ, en réalité, les Glazers cherchaient plus un investisseur comme Ineos plutôt qu'un acheteur. Bon, ça, on le savait, mais en réalité, jusque-là, on pensait surtout que c'était dû à la Super League. Vous savez, le projet de Florentino Pérez. Donc, la Super League, normalement, devrait revenir à la surface. Et une fois qu'elle est là, les clubs qui sont à l'intérieur, bien évidemment, vont générer beaucoup plus d'argent. Donc, je me suis dit, ils vont attendre que la Super League revienne sur le tapis, que Manchester United y adhère, pour au final vendre le club. Qui dit Super League dit plus de revenus, dit normalement, en tout cas c'était ça ma logique, dit normalement qu'au lieu d'avoir 3 milliards, il pourrait donc facilement avoir 6, 7, 8, voire même 10 milliards en 2027, 2028, 2029, 2030. Sauf qu'en réalité, guys, il n'en est rien. La vérité, c'est qu'il y a un projet à Manchester qui s'appelle Manchester Regeneration. C'est-à-dire que le gouvernement, l'État, la ville de Manchester considère que l'habitat de Manchester est entre guillemets assez vieillot, assez vieillissant. Et donc, ils ont un projet de régénérer, de refaire, de faire une refonte complète de la ville. Et en réalité, vous devez savoir, si vous ne le savez pas déjà, que Manchester United est propriétaire de tout ce que vous voyez en rouge. Absolument tout le bloc. Tout ça, ce sont les terres de Manchester United. Tout petit là, vous voyez Old Trafford. C'est la raison pour laquelle, comme on l'a dit, on avait soit le choix de régénérer complètement Old Trafford ou alors de construire un nouveau stade parce que tout ça, ça appartient à Manchester. Alors, je vais vous donner un simple exemple. D'accord ? Aujourd'hui, vous êtes peut-être propriétaire d'une ferme ou alors d'un immeuble. Le gouvernement décide vraiment de racler, décide de faire une refonte, vraiment de construire quelque chose de nouveau. Malheureusement, vous êtes sur leur passage. Donc, ils sont dans l'obligation de vous payer un bon montant pour pouvoir s'acquérir de vos terres afin de pouvoir construire. Donc là, on parle d'un projet, mine de rien, qui serait estimé à environ à 7 milliards de livres sterling. Donc là, l'État prévoit honnêtement de refaire des centres commerciaux, des hôtels, des parkings, voilà. Donc c'est le projet qu'ils ont en tête. En 2018, les Glazers ont envoyé un mail justement à l'État en leur disant « Nous savons pertinemment que vous êtes dans l'obligation aujourd'hui de refaire, en réalité, de faire une refonte de la ville de Manchester. Vous devez savoir que cette partie, elle est à nous. Nous sommes prêts à discuter. » Donc, pour l'instant, je vais vous donner une estimation. Je n'ai pas les chiffres exacts, je vous mentirai sinon. Pour l'instant, on va dire que la valeur de ces terres, puisqu'il n'y a rien autour, ne vaut pas grand-chose, du moins en termes d'investissement. Si jamais
l'État décide de faire une refonte de Manchester, c'est-à-dire construire donc des centres commerciaux, des parkings, des hôtels, bien évidemment, tout d'un coup, la valeur de la terre va grimper. On est bien d'accord. L'État, le gouvernement a dit qu'ils ne seront pas impliqués dans le projet d'Old Trafford. C'est-à-dire que là, pour pouvoir construire un nouveau stade ou alors pour pouvoir rénover Old Trafford, je vous l'ai déjà dit, ce sont les fans qui vont payer, ce sont les fans qui vont trinquer. C'est pas l'État. Mais l'État est tout de même ouvert à l'idée de rénover tout ce qu'il y a autour. Pour pouvoir le faire, encore une fois, ils doivent s'acquérir des terres de Manchester United pour pouvoir le faire. Vous suivez la logique? Donc là, normalement, si jamais ils arrivent à le faire, bien évidemment que le club, la terre de Manchester United va grimper également. Encore une fois, si jamais aujourd'hui vous êtes propriétaire d'une parcelle et qu'autour de vous, il n'y a personne, il n'y a rien, forcément que la valeur de cette parcelle n'aura nullement pas le même prix que si jamais autour, il y avait des constructions, il y avait des hôtels, il y avait des parkings, bien évidemment. Donc là, en réalité, ils veulent profiter justement de cette ascendance pour pouvoir mieux vendre Manchester United. Et ils ont trouvé le parfait bouc émissaire. Ineos est arrivé du jour au lendemain. En tout cas, si jamais ils arrivent à le faire, vous pouvez aller taper projet de régénération de Manchester United. Et là, vous allez voir toutes les photos, vous allez voir tous les projets, tout ce qu'il y a en place. Donc, guys, c'est très simple. Encore une fois, ils ont injecté zéro. Ils ont hérité. Ils n'ont pas souffert pour pouvoir acquérir Manchester United. Ils n'ont pas déversé un centime. Ils vont se sentir comme des boss. Et ouais. Donc, voici la raison principale en réalité. Je pensais encore une fois que c'était dû à la Super League. Mais voici la raison pour laquelle ils ne veulent pas le vendre. Donc, normalement, on parle d'un projet de 2027-2028. Quand ça va avoir lieu, forcément que Manchester United, ça va toujours vendre. Hein. Manchester United, même si on descend, les fans ne vont pas disparaître. Enfin, du moins, la majorité. Même si on descend en 4e division, il y aura toujours des gens qui seront prêts à venir. Imaginez-vous avoir des hôtels juste à côté dans les parages d'Old Trafford. Le prix de l'hôtel, simplement. Les Glazers, guys, c'est des futuristes. On peut les critiquer, on peut dire que ce sont des guignols, dans le sens où oui, ils sont en train de faire du dommage, mais vraiment dommage collatéral à notre club. Mais si on réfléchit en tant que business, c'est masterclass. Honnêtement, c'est masterclass. Donc voilà grosso modo le pourquoi dès le départ, ils ont opté pour Ineos. Ineos, encore une fois, merci. Ensuite, j'aimerais rapidement revenir sur le cas Mathys Tel. Apparemment, la raison principale pour laquelle ça a capoté, c'est parce que de son côté, le Bayern exigeait 5 millions supplémentaires pour couvrir les frais du prêt à Manchester United, 5 millions qu'il ne réclamait pas à Tottenham, puisque visiblement, Tottenham va uniquement payer les frais de son salaire. Tout simplement. Et donc, vous êtes nombreux à me dire, oui, c'est vrai qu'on n'est plus des pigeons, l'ère des Glazers est révolue, on ne devait pas se laisser faire. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord, dans le sens où, oui, encore une fois, on allait prendre un joueur en prêt, Tottenham n'a pas à payer, pourquoi est-ce que nous, on doit payer? En sachant bien évidemment qu'Ineos est en train de trouver des solutions pour pouvoir dégraisser les masses salariales dans Manchester United, c'est clairement pas pour payer, en effet, 5 millions supplémentaires. Mon problème n'est pas là, guys. Mon problème, c'est ni là, ni également l'arrivée de Mathys Tel, parce que également, d'autres parmi vous m'ont dit, Mathys Tel, c'est un joueur lambda. Et je vous dirais quelque part, je ne le connais pas. En réalité, je ne le connais pas. Mon problème principal, c'est quoi? C'est que avant même que ce mercato n'ouvre ses portes, on le savait tous. On le savait tous que Manchester United avait besoin soit d'un joueur capable de produire, capable d'apporter des solutions, capable de faire des offrandes aux attaquants, ou alors de trouver un attaquant capable de faire trembler les filets. C'était ça le problème. Ce qui me dérange, c'est que dans un premier temps, nous avons réussi à faire partir Anthony, réussi à faire partir Rashford, réussi à faire partir également Malacia. On n'en a pas parlé, mais Malacia également est parti. Donc on a fait partir quand même 3 joueurs en prêt. Ineos nous dit cerise sur le gâteau, ce mercato était surtout pour pouvoir dégraisser. Mais dégraisser quoi? On n'a rien vendu pour l'instant. On n'a absolument rien vendu. Là, pour l'instant, ils sont tous partis en prêt.
avec un peu de chance, Rashford va être vendu, Anthony va être vendu, Malacia, tout ça. Ok, mais pour l'instant, ce ne sont que des prêts. Mais moi, ce qui me dérange encore une fois, c'est le fait qu'avant même de rentrer dans ce mercato, on le savait qu'il y avait embrouille entre Amorim et Rashford. Donc Rashford, on ne comptait plus sur lui. Donc il fallait normalement anticiper. Il fallait normalement faire venir un joueur offensif capable justement de faire office de remplacer Rashford. Pourquoi? Parce que Rashford, on ne compte plus dessus. Qu'il soit là ou pas, dans tous les cas, le coach n'allait pas le faire jouer. Mais là, se pencher à la dernière minute sur Mathys Tel, soit disant on vous demande de payer 5 millions et vous restez en mode lambda, ok, on ne les paye pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il est où le plan B? Il est où le plan C? Il est où le plan D? Non, M. Stéphane me dit que généralement, oui, dans un mercato de janvier, il n'y a pas de plan B, plan C, plan D. Je suis désolé, guys. Si, il y en a toujours. Avec Ten Hag, on a ramené... comment il s'appelle déjà? Comment je l'appelais? Je l'appelais Jamie St. Weghorst. Ghost. On a ramené Ghost et on a ramené l'autre joueur de Dortmund. Mais guys, honnêtement, c'était quand même mieux que rien. On est bien d'accord? Donc moi, mon problème, encore une fois, ce n'est pas le fait de ne pas, se laisser entraîner par payer les 5 millions exigés par le Bayern, alors que de l'autre côté, Tottenham, on leur réclame rien. Mon problème, c'est que on le savait à l'avance. On le savait à l'avance que Rashford, on n'avait pas besoin. On le savait à l'avance qu'on devait dégraisser, mais on le savait à l'avance qu'on avait besoin d'un joueur offensif. Que ce soit un milieu de terrain, que ce soit un attaquant, mais en tout cas, on le savait. Au 31 décembre, avant l'ouverture du mercato, tout le monde savait qu'on avait besoin d'un joueur offensif. Soit un créateur, soit un mec qui va marquer des buts. Pourquoi est-ce qu'on n'en fait rien? Pourquoi est-ce qu'on n'en fait rien, guys? C'est ça qui m'énerve en fait, c'est ça qui me frustre. Et dans le cas où ça a capoté pour Mathys Tel, qu'on se bouge. On a fait partir 3 joueurs, qu'on se bouge. Pourquoi est-ce que à 14h déjà, on savait que notre mercato, du moins en entrée, était fini? Pourquoi? Il reste encore, jusqu'à minuit. Il reste encore 8 heures de temps. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas aller fouiller, bêcher, creuser? Comme disait la fable. Allez fouiller, creuser, bêcher. Trouver une porte de sortie. Pourquoi est-ce qu'on se dit directement le mercato est terminé? Ok, ça a capoté pour tel. Mais ça, on le savait depuis très tôt le matin. Normalement, on se dit, ok, tel, ça a capoté, on va aller chercher une option B. On a besoin de backup, ce coach. Vous êtes allé voir ce coach. Vous lui avez dit, viens. Il vous a dit, non. Je préfère attendre la fin de l'année. Et vous lui avez dit, vous avez eu l'audace de lui dire, c'est maintenant ou jamais, now or never. Et ouais. Et en attendant, il est arrivé, vous ne l'avez pas backup, guys. Vous ne l'avez pas backup. Et encore une fois, guys, et là, je vais clôturer le dossier. Moi, Amorim, sincèrement, je vois beaucoup de personnes se plaindre de son système de 3-4-3, de je ne sais quoi. Guys, le gars, c'est comme ça qu'il joue. Il est spécialiste dans 3-4-3. Quand Ineos a décidé d'aller le chercher, il le savait. Ils ont dû discuter avec lui, il leur a dit que moi, c'est ça que je sais faire. C'est pas une question de 3-4-3. Ou même si c'est une situation de 3-4-3, s'il n'a pas les outils, si jamais vous décidez de ne pas le renforcer, de ne pas lui donner les outils, allez prendre un plombier. Allez prendre un plombier et dites-lui de faire le travail sans outils. Allez, j'ai un problème de robinet, je veux que tu me répares cela et par contre, tu n'utilises rien. Vous pensez qu'il va réussir? La réponse est non. Donc, je vois plein de personnes se plaindre du 3-4-3. C'est pas une question de formation. Ou même si c'est une question de formation, si Ineos savait à l'avance que lui joue dans ce système, si vous le faites venir, normalement, vous le backupez. Vous le backupez. Là, vous l'avez laissé dans la merde. Et honnêtement, guys, moi, je suis très réservé à l'avenir de Ruben Alobena. Franchement. Et encore une fois, je dis, je le backup tous les jours. Mais connaissant également l'historique d'Ineos, prendre quelqu'un, se rendre compte que c'est pas le bon, le licencier, ils l'ont fait à Nice quand ils sont arrivés. Ils ont pris quelqu'un, ils l'ont licencié. Ils ont fait ça récemment avec Dan Ashworth. Ils l'ont pris comme directeur sportif. Ils se sont rendus compte que finalement ils se sont trompés. Ils l'ont licencié. Franchement, à l'allure où vont les choses,
si on n'arrive pas à redresser la situation, et je ne crois pas que ça va arriver, je me demande si finalement ils vont pas appuyer sur le bouton rouge. Si finalement ils vont pas le licencier. Franchement. Ou alors pire, lui décidant de quitter. Parce qu'apparemment, guys, je suis désolé de vous le dire, mais il a quand même une réputation à défendre. Il a un avenir à construire. On rappelle encore une fois que le Barça a discuté avec lui, Liverpool a discuté avec lui, Manchester City a discuté avec lui, tout le monde a discuté avec lui. Conclusion, c'est pas un tocard. Show me your friend, I'll tell you your future. Mais là, nous, on le fait venir, on le backup pas. Mais donc, guys, on a fait dégraisser 3 joueurs. Et donc là, je suis désolé, c'est short. Même Martinez, un club réactif, aurait facilement, parce que guys, ça aussi on n'en a pas parlé, mais c'est 8 mois pour Martinez. On parle même de 9 mois. Donc là, il ne revient pas avant octobre. Un club réactif va chercher une solution B. Certes, il y a Hayden. Heaven, il est là. J'espère qu'il va le faire jouer. Mais on a besoin de plus de trucs. Mais on n'est pas réactif. Donc Ineos, ils sont là, en mode ok. On a fait venir Dorgu, tada! On a fait venir Heaven. Après oui, également, j'ai vu soi-disant le PSR, le je sais pas quoi. J'ai écouté sur Talksport. J'ai écouté donc un expert financier qui est arrivé donner son avis sur la situation de Manchester United. Il explique que certes, il y a le PSR, il a expliqué tout ce qui est dette et autres, mais il explique que juste, c'est lui qui le dit. Le PSR, le fair play financier, ce sont que des excuses pour Ineos. Tout simplement. Tout simplement. Donc pendant que City injecte 200 millions et quelques en un mercato, nous on est là toujours en se cachant derrière le PSR, derrière le... Et apparemment, guys, ça peut être pire. Hein. Apparemment même l'été prochain, pas sûr. Franchement, pour l'instant, je sais pas, peut-être que ça a changé, mais honnêtement, moi j'ai déjà dit, si jamais Rubena ne survit pas, moi je pense que je vais arrêter, franchement, guys. Je n'ai pas la force, sincèrement, d'aller... Parce que Ten Hag, je pensais que c'était le bon gars. Et d'ailleurs, j'estime toujours que c'était le bon gars, à moins qu'il l'ait changé. Il a changé. Ten Hag a changé. Il a changé. Sa façon de se comporter a changé. Si Ruben ne change pas, je pense que c'est l'homme de la situation. Il ne doit pas changer. Il doit rester fidèle à ses principes. Mais je ne pense pas que j'aurai la force nécessaire d'aller encore une fois recommencer le processus. Un nouvel entraîneur. Oh non. Nouveau, non, je peux pas, franchement. Et qui dit nouvel entraîneur, normalement, justement, c'est pas le 3-4-3. Lui joue en 3-4-3. Il n'a pas les outils. Vous le faites venir. Vous levez le backupé, bande de guignols. Tout simplement, guys. Donc honnêtement, je ne suis pas du tout optimiste sur l'avenir de Rubena. Et honnêtement, je crois, en tout cas, peut-être que j'ai dit plein de choses, mais je crois que sincèrement, si ça arrive, je ne pense pas que là, à l'heure actuelle, je trouve les ressources pour pouvoir recommencer le processus, sincèrement. Donc oui, c'est pas Matistel qui m'a flingué, Matistel qui soit banal, qui soit je sais pas quoi, c'est le fait de se dire « Ok, on ne paie pas les 5 millions et on s'arrête là !» Un club digne de ce nom ne fait pas ça. Que ce soit même anticiper la blessure de Martinez avant la clôture du mercato, ou alors un joueur offensif, milieu de terrain ou attaquant, on le sait tous qu'on en a besoin. Et forcément qu'il a dû leur dire. Et ils l'ont laissé tomber. Ils l'ont laissé tomber tout simplement. Donc, que ce soit les guignols de Tinky Winky qui sont honnêtement orientés par l'argent, ou alors les guignols de Dipsy qui sont là en mode je vais jouer au rapias, c'est zéro, guys, sincèrement. Je pensais même d'ailleurs que le match FA Cup c'était en milieu de semaine, mais en final c'est vendredi. Donc on va voir demain si on aura un sujet de quoi parler. Je me suis donné pour objectif, je vais voir si je vais pouvoir le tenir. Je me suis donné pour objectif de faire une vidéo jusqu'à la fin de l'année. Mais franchement, là en ce moment je vous dis, c'est pas gagné du tout. Franchement, j'ai de moins en moins envie, j'ai de moins en moins l'énergie pour. Merci en tout cas à tous ceux qui sont venus jusqu'ici. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.